Il paraît que mon micro ne marche pas. C'est bon? Oui, c'est bon, Allô? ça marche. Tout le monde me reçoit? 5 sur 5. Super. Ça marche, hein, 5 sur 5. Bonsoir. Donc, à nouveau, bonjour chers amis rotariens, rotaraciens, interraciens. Soyez les bienvenus à cette troisième réunion statutaire du mois d'octobre. Mois du consommation local. Qui parle du consommation local parle également du bien-être. Le bien-être, nous allons parler à cette réunion statutaire et elle sera très spéciale, cette réunion. Elle sera spéciale lors du jour que je m'en vais vous présenter. Il sera structuré en 5 étapes. Dans un premier temps, nous aurons le temps du comité. Temps qui sera décomposé en 4 paroles. Parole au protocole, parole au secrétaire, parole au trésorier, parole au président. Après le temps du comité, nous aurons dans une deuxième séquence la communication qui portera sur le thème cancer du sein, aspect préventif. Qui mieux qu'un médecin pour nous parler du cancer du sein? Et pour cet exercice, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un brillant, un spécialiste du domaine, Dr Zaïd Olatundi, gynécologue obstétricien. Suivra la phase des questions-réponses. Dans un troisième temps, nous aurons la remise de distinction qui sera présidée par le président Jida Douro-Djaye. L'instant détente sera également au menu de cette réunion. Il sera conduit par notre cher ami PE, Gérald Toupé. Et enfin, les questions diverses seront abordées. Cher président, chers amis, voilà l'ordre du jour que je m'en vais humblement vous proposer. Merci. Merci, cher ami chef de protocole. Chers amis, je soumets cet ordre du jour à votre approbation. Et je suppose qu'il n'y a pas d'amendement. Donc, l'ordre du jour est adopté sous acclamation virtuelle. Merci. Merci beaucoup. Ordre du jour amendé, je me mets alors dans son exécution. Premier point inscrit à l'ordre du jour, temps du comité. Je commence par la parole au protocole, devoir que je conduis avec beaucoup de plaisir. Parole au protocole, il faut reconnaître que nous n'enregistrons pas d'excusés pour cette réunion. Visite à l'extérieur, nous en avions enregistré au total 6. 2 effectuées par ma modeste personne, 2 effectuées par le charter président de notre club Adonis Stella Delis, une visite effectuée par notre cher ami P.E. Flavie Langenfin et une visite effectuée par notre PP Olga Katema Abalo. Au rang des anniversaires du mois, il est à noter que le 11 passé, notre ami Joressa a soufflé une bougie de plus. Le 22, notre ami Arsène Donancien Siema soufflera une bougie de plus. Le 26 octobre, notre cher ami président sera à l'honneur pour son anniversaire. Et enfin, rideau sur les anniversaires du mois d'octobre, notre cher ami Rav Poussé prévu pour le 29. Voilà ce que je peux me permettre de dire en mon temps du protocole. À présent, j'introduis le secrétaire pour sa parole. Ami secrétaire, bonjour. Cher ami secrétaire, bonjour. La secrétaire adjointe est là, non? À défaut du secrétaire, la secrétaire adjointe est là. À défaut, son adjointe est bien là. À défaut du secrétaire, j'introduis la secrétaire adjointe, l'amie Rebecca Préau. Cher ami SG, cher ami secrétaire adjointe, bonjour. Cher ami Rebecca, bonjour. Peut-être que dérogation exceptionnelle sera donnée par le président pour que quelqu'un assume cet intérêt. Mais je vois bien qu'elle est en ligne. Je propose que bonjour. Nous évoluions dans l'ordre du jour. Je vais me faire le devoir. Nous allons certainement. Après le secrétariat, la trésorerie, je vais donc donner la parole à l'ami trésorier, ami Arsène Siema. Cher ami trésorier, Arsène Siema, bonjour. Il n'est pas là. Au temps du trésorier, je peux dire au nom de l'équipe de trésorerie, sous la délégation du président, son contrôle que le club est à jour de son per capita international.
et que les démarches sont en train d'être menées pour voir la possibilité, les conditions dans lesquelles tous les membres du club peuvent être abonnés au RIMAC, parce que c'est une des requêtes qui a été faite par le Rotary International récemment. Mais cela peut avoir une incidence sur la loi du club, donc il faudrait peut-être en comité déterminer dans quelles conditions c'est que le club se centralise. Mais on peut déjà dire qu'à quelques heures de l'arrivée du gouverneur, le club arrive à la solution. Maintenant, il faut continuer à faire le travail pour que c'est mais que le district. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis, pour cette balle prise au bon. Alors, je m'en vais donner la parole à l'ami président pour son mot. Cher ami président, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. À nouveau, bonjour à tous les amis. Merci pour votre participation à cette belle messe de l'amitié. Nous aurons droit tout à l'heure à une très belle communication. Je ne doute pas, connaissant les qualités du communicateur du jour. Cependant, je voudrais informer les amis que nous recevons le gouverneur le samedi 22 octobre prochain à 13 h au résidence Céline Hôtel de Fidjosset, conjointement avec le Rotary Club de Cotonou-Lagune. Donc, c'était le mot que j'ai à passer. Et je reste convaincu que les amis sont déjà en train les membres du comité sont en train de faire le nécessaire pour que nous puissions nous mettre au pas et organiser cette visite dans de très belles conditions comme à l'accoutumée. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Par ton mot, je constate et je remarque la fin du premier point inscrit à l'heure du jour, qui est le temps du comité. Avec ta permission, cher ami président, je rentre dans le chapitre de la communication, communication qui portera sur le thème cancer du sein, aspect préventif. On en parle plus souvent. Nos sœurs sont généralement plus victimes. Eh bien, comment prévenir le cancer du sein? Voilà la question, la problématique sur laquelle nous avons discuté à cette réunion statutaire. Celui que je m'en vais introduire est un gynécologue obstétricien. Il est spécialisé en traitement de l'infertilité en gynécologie esthétique et fonctionnelle. Il est chef au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital régional de Sédhiou, en Casamance, au Sénégal. Il est responsable de l'unité de gynécologie obstétrique de la clinique Louis Pasteur à Porto-Novo. Par ailleurs, très actif sur les réseaux sociaux pour l'éducation à la santé en gynécologie obstétrique, il est suivi avec une audience de 150 000 personnes de par le monde. Chers amis, Rotariens, Rotaraciens, Interaciens, chers amis visiteurs, aidez-moi à reconnaître par une ovation virtuelle le docteur Zaïd Olatunji pour sa communication. Sous vos ovations. Bonjour. Docteur, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour au Rotary Club Locomotive de Ganri. Merci pour ta présence. Eh bien, tu as 20 minutes pour ta communication. Merci. OK. Merci. C'est un honneur pour moi et c'est un plaisir en fait d'échanger avec vous ce matin. Donc, on va aller droit au but, vu qu'on a 20 minutes et puis quelques minutes après pour comment dire ça? Pour des questions. Est-ce que le partage d'écran passe? Oui, ça passe. Nous tout avons. D'accord. OK. Donc, la communication, en fait, va parler du cancer du sein et de ses aspects préventifs. Comment le prévenir essentiellement. Et le topo, on va parler, déjà on va le définir. Qu'est-ce que c'est que le cancer du sein? Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Quels sont les facteurs de risque? Comment on peut le prévenir? Et l'une des choses essentielles, c'est comment pratiquer l'auto-examen des seins pour devenir que c'est un des éléments essentiels. Et quels sont les conseils hygiéno-diététiques, en fait, qui sont importants pour prévenir ce mal. Et nous conclurons ensuite. Donc, on va progresser. Qu'est-ce que le cancer du sein?
Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui va se développer au niveau du sein. On parle de tumeur. Le plus souvent, ça va être une boule, on va dire, ce sont des cellules en fait, pour dire les choses simplement, des cellules qui vont devenir folles au niveau du sein et qui vont former un nouveau type de tissu. C'est malin parce que ça peut engager le pronostic vital, ça peut tuer. Et cette tumeur va se développer au niveau du sein. Donc, et ce sont des cellules qui vont devenir folles, qui ne vont pas pouvoir mourir. À partir du moment où les cellules ne meurent pas, elles se multiplient et ça forme finalement cliniquement une masse, une tumeur. Voilà. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? C'est parce que c'est le cancer le plus fréquent de la femme. Et c'est la cause, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend toutes les femmes et que lorsqu'on prend les femmes et qu'on regarde la totalité des cancers chez les femmes, c'est le premier en fait dans le monde. Et depuis 2020, c'est le cancer le plus fréquent au monde, tous sexes confondus, hommes et femmes. Au Bénin, sur les chiffres de 2020, on a eu 1066 nouveaux cas et on a eu 566 décès. Je ne sais pas si vous voyez un peu le rapport. Sur les nouveaux cas en 2020, il y en a eu à peu près 1000 et plus de la moitié sont décédées, de femmes sont décédées au cours de cette même année. Il faut reconnaître que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas est moins élevé dans les pays à revenus faibles, mais la mortalité est plus élevée en comparaison des pays industrialisés. Aujourd'hui, quand on compare l'incidence, c'est-à-dire le taux de nouveaux cancers du sein dans nos pays en voie de développement et contrairement aux pays dits industrialisés, ils ont beaucoup plus de cancers que nous, mais ils meurent moins. Nous, on en a beaucoup moins, mais on en meurt plus. Et cela est essentiellement lié au diagnostic tardif. Donc, le meilleur pronostic, c'est-à-dire pour avoir les meilleures chances de survie, il faut pouvoir dépister, savoir qu'on est malade très tôt. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de cette communication. Il faut aussi noter qu'on a de plus en plus de cancers chez la jeune femme avant 40 ans. L'âge moyen était de 50 ans à peu près, 50-68 ans, mais on a de plus en plus de cancers avant l'âge de 40 ans. C'est aussi un phénomène nouveau. Quels sont les facteurs de risque? Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'un facteur de risque? Un facteur de risque, c'est simplement des conditions dans lesquelles on sait que les femmes qui sont dans ces conditions, dans ces groupes-là, on va retrouver beaucoup plus de cancer du sein. Ça ne veut pas dire que si j'ai tel facteur de risque, je vais forcément avoir un cancer du sein. Mais dans cette population, on retrouve plus de cancer du sein. Ces facteurs peuvent être hormonaux. Ils sont liés aux hormones. Ce sont des espèces de molécules chimiques, des messagers qu'on a à l'intérieur de notre organisme. Et c'est essentiellement dans les groupes où on a des pubertés précoces, les premières grossesses tardives après 35 ans, l'absence d'allaitement et l'absence d'accouchement. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont jamais eu d'allaitement maternel, dans ces groupes, on retrouve plus de cancer du sein. Les ménopauses tardives après l'âge de 52 ans, le traitement hormonal de la ménopause pour une durée supérieure à 10 ans. Vous savez que pendant des années après la ménopause, pour éviter en fait les inconvénients les downsides de la ménopause, en fait, on a eu à traiter des femmes avec des hormones sous pilule. Voilà. Et on a remarqué que ces femmes-là qui ont été traitées, qui ont pris des pilules oestroprogestatives pendant plus de 10 ans, dans ces groupes-là, on retrouve plus du cancer du sein. L'obésité est un facteur de risque chez les femmes obèses et la contraception, comme je disais, à la pilule oestroprogestative, même avant la ménopause, augmente légèrement le risque de cancer du sein. On a des facteurs familiaux. Quand, par exemple, dans la famille, il y a eu plus de 2 cas de cancer du sein ou des ovaires dans la même branche familiale, il faut s'inquiéter parce qu'on sait qu'il y a une donnée génétique dans certaines familles. Et cet aspect génétique a été mis en évidence. On sait qu'il y a 2 gènes qui sont appelés les BRCA1 et les BRCA2, qui, la mutation de ces gènes va obligatoirement entraîner en fait l'apparition d'un cancer du sein. Le cas le plus célèbre, c'est celui de l'actrice Angelina Jolie, dont la mère est décédée d'un cancer du sein et chez qui on a détecté cette mutation. Elle s'est fait faire l'ablation de ses 2 seins de façon préventive.
le style de vie, l'alcoolisme, le tabagisme et la mauvaise alimentation. Quand on parle de mauvaise alimentation, c'est essentiellement les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances chimiques qu'on retrouve aujourd'hui dans l'alimentation, la malbouffe en fait que nous consommons pratiquement tous aujourd'hui dans nos supermarchés avec des conservateurs. C'est aussi dans les produits de la cosmétique, les défrisants, un certain nombre de défrisants et de crèmes pour le corps pour atteindre certains objectifs précis. Le niveau socio-économique élevé, on retrouve beaucoup plus de cancer du sein chez les gens aisés et la sédentarité. Mal du siècle aussi. Comment prévenir le cancer du sein? Et là, c'est vraiment l'essentiel. S'il y a quelque chose à retenir de la présentation, même si on ne retient pas le reste, c'est un peu ça. Pour les femmes, avant l'âge de 50 ans, il y a 2 éléments essentiels. C'est l'auto-examen mensuel des seins. C'est-à-dire que les femmes doivent pouvoir examiner leurs seins elles-mêmes tous les mois. Et deuxième chose, l'examen des seins chaque année réalisé par le médecin. Même si on n'a pas eu de soucis, chaque année, on doit aller faire un check-up, se faire examiner ses seins par le médecin. Donc, avant l'âge de 50 ans, quelqu'un qui, tous les mois, arrive à faire son auto-examen des seins et qui, une fois à l'année, va voir le médecin pour se faire examiner ses seins, a le temps de voir quelque chose venir s'il y a une anomalie. Après l'âge de 50 ans, ce sont les 2 mêmes examens, c'est-à-dire ces 2 éléments restent, c'est-à-dire l'auto-examen mensuel des seins et l'examen des seins chaque année réalisé par le médecin. Mais il va s'ajouter une 3e chose qui est une mammographie tous les 2 ans, de 50 ans à 74 ans. La mammographie, c'est une espèce de radio, c'est une radiographie du sein qui va permettre de voir certaines anomalies de la structure du sein très tôt. Il y a un 3e cas, c'est le cas où on a eu plus de 2 cas de cancer du sein dans la branche familiale. Dans ce cas, il faut consulter un gynécologue très tôt et le gynécologue va vous aider à faire un programme de suivi précis dès l'âge de 30 ans. Dans ce cas, il faudra commencer beaucoup plus tôt à faire ses mammographies et ses échos. Voilà. Comment faire l'auto-examen des seins? Ça, c'est surtout pour la jeune féminine qui suit. Donc, comment faire l'auto-examen des seins? Il va se faire une fois par mois, de préférence pendant les règles. Ça va permettre de le systématiser. Donc, virtuellement, on va pouvoir diviser le sein. Vous voyez la souris? Est-ce que vous voyez la souris sur l'écran? Allô? Oui, bon, l'image vient de... L'image, on voit le curseur. Vous voyez le curseur? Oui. Oui. D'accord, ça marche. Oui. Donc, l'idée, en fait, c'est déjà de se placer debout devant un miroir. Oui, c'est bon, je vais essayer de le synthétiser. C'est de se placer debout devant un miroir et la femme va regarder l'aspect des seins. Elle va regarder, est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce que le sein est devenu bombé? Est-ce qu'il y a une tuméfaction? Est-ce que l'aspect de la peau a changé? Ce sont ces éléments. Toute anomalie doit la pousser à aller consulter. Après l'inspection, elle va devoir palper son sein. Donc là, si vous regardez le curseur, on va diviser le sein virtuellement en 4 parties par 2 lignes. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, chacune de ces zones va être palpée. Palpée avec la paume de la main. Avec la paume de la main, on va plaquer le sein de façon à sentir les côtes en dessous et on va faire des mouvements circulaires un peu comme sur l'image en palpant chacun des cadrans. À la fin, on va palper le mamelon aussi parce qu'on peut avoir des petits nodules en dessous. Et on va presser le bout du mamelon pour voir s'il n'y a pas un liquide anormal qui sort. Donc, grosso modo, c'est inspecter devant un miroir et palper chacune des zones virtuelles de façon vraiment à plaquer le sein. Et s'il y a une boule qu'on ressent, une zone qui est plus dure que d'habitude, tout ce qui est anormal doit pousser à consulter très tôt. Il faut noter que de temps en temps, le fait de le faire sous la douche, pendant que le sein glisse bien, ça peut faciliter l'examen, ou de le faire allonger aussi, peut permettre d'avoir le sein un peu plus plat et facilité, surtout quand on a les seins volumineux. Donc, on peut rechercher une bosse, un mamelon inversé, c'est-à-dire un mamelon qui va s'ombiliquer, ça veut dire que le bout du mamelon qui était normal avant, il ne faut pas faire la confusion, il y a des femmes qui ont des mamelons naturellement
un peu à l'intérieur, rétracté sous la peau. Si c'était normal avant et qu'on a une rétraction récente, c'est des signes qui doivent alerter. On peut avoir un plissement de la peau qui est anormal. On va avoir des fuites, c'est-à-dire écoulement liquidien, une rougeur, une éruption cutanée bizarre, anormale, un changement au niveau de la peau, notamment les pores qui vont être plus visibles. C'est ce qu'on appelle l'aspect de peau d'orange. Voilà. Donc, un peu sur une orange, c'est à peu près la même chose. Je vais passer. Donc là, c'est des images qui peuvent être un peu choquantes. Ça, c'est des seins avec des anomalies, mais on ne doit pas attendre ça pour aller à l'hôpital. Ça, c'est des choses qu'on ne devrait plus voir. Vous voyez au niveau de la peau de cette dame qui a une tumeur du sein, qui est le sein complètement enflé. Vous avez une tuméfaction là. Vous avez la peau qui a changé. C'est ce qu'on appelle l'aspect de peau d'orange. Et avec un sein complètement amoché. On ne doit pas attendre ça. Ça, c'est déjà dépassé, en fait. Donc, dès qu'on a la moindre anomalie, il va falloir consulter. Désolé, j'ai été obligé de choquer un peu pour que ça puisse rester dans les mémoires et qu'on puisse comprendre. Tout ça, ce sont des cancers dépassés. Vous voyez une tuméfaction, une rougeur. On ne doit pas attendre d'atteindre ce niveau-là pour pouvoir consulter. L'écoulement liquidien, là, c'est du sang qui sort à travers le mamelon. Vous voyez cette zone de tuméfaction noirâtre là sur le sein. Et là, c'est carrément une tumeur dépassée qui est devenue bourgeonnante, qui a grillé toute la peau. Quels sont les conseils qu'on peut avoir, surtout au niveau de l'alimentation? Il va falloir consommer le plus de bio possible. C'est vrai que c'est un vrai challenge pour nous tous, vu les temps qui courent et vu nos politiques alimentaires dans nos pays et le contexte économique mondial. L'ail, il ne faut pas manger, je ne sais pas, de manger de l'ail du matin au soir, mais tous ces produits-là, bio, ont des propriétés anticancéreuses. Ça ne veut pas dire que si on en mange, on n'en aura jamais, mais ça fait du bien au cœur, l'ail et ses cousins. On va devoir avoir une activité physique régulière, 30 minutes par jour, au mieux au moins 45 minutes toutes les 2 fois par semaine, c'est pas mal. Il va falloir manger des légumes, suffisamment de fibres. Le soja, les légumineuses ont des propriétés anticancéreuses connues. Les agrumes, on en a souvent en fruits saison, la pêche et tous ces éléments. Donc, il va falloir manger beaucoup plus bio, manger suffisamment de légumes, avoir une alimentation équilibrée, de façon générale, éviter les excès. Diminuer au maximum possible les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire tout ce qu'on mange qui a de synthétique dans notre alimentation. Alors, je vais conclure en disant que le cancer du sein est un tueur discret et rapide, dont les principaux alliés sont l'ignorance et la négligence de la victime. La survie de la victime dépendra essentiellement de la précocité du diagnostic et qui passe par une adhésion individuelle et assumée au dépistage systématique. S'il y a une chose à retenir, c'est que plus tôt on consulte, plus on a de chances de s'en sortir. Et pour pouvoir être au courant tôt, il va falloir une adhésion individuelle. Effectivement, faire son auto-examen mensuellement, faire son examen par le médecin une fois l'année. Si on a plus de 50 ans, faire ses mammographies tous les 2 ans. La communication est très importante, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais ceux qui ont suivi et qui sont au courant ne sont plus ignorants. Ils ont le devoir d'en parler à leurs épouses, à leur mère, à leurs filles, à leurs sœurs, pour vérifier est-ce que vous faites votre examen des seins tous les mois? Est-ce que vous consultez une fois par an votre médecin pour examiner vos seins? Et si vous avez plus de 50 ans, est-ce que vous faites vos mammographies tous les 2 ans? Parce que vous devez les faire jusqu'à 75 ans. Voilà. Je suis à la fin de ma présentation et je vais redonner la parole, je pense au modérateur, je pense au président Doro Djaye. Son nom parle pour lui-même, Assi Doro Djaye. Donc, en attendant que nous commencions avec les questions, s'il y en a quelques-unes. Merci beaucoup, cher communicateur, cher docteur, pour cette belle communication, docteur Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien, il faut le rappeler. Merci pour cette belle communication à travers laquelle nous avons une réponse, en tout cas moi de mon côté, à 4 ou bien 5 questions principales. C'est quoi le cancer du sein? Pourquoi en parler? Les facteurs de risque? Comment prévenir? Comment pratiquer l'auto-examen avec un point d'honneur soutenu par des images sur ce que je peux appeler l'autopalpation?
Alors, Jida Doujaye, l'introduction est faite de toi, alors je te donne la parole, cher président. Merci, chef de protocole. Merci au docteur pour la très belle explication. Eh bien, mes chers amis, c'est la phase des questions. Et on va lancer la phase des questions. Pépé Olga. Bonsoir Pépé, mes respects. Merci. Bonjour, Président. Bonjour, chers amis. Bonjour à notre cher communicateur, Dr. Zaïd, que j'ai suivi avec grande attention. Et merci déjà pour sa très belle communication. Alors, j'ai cru lire rapidement sur l'un des slides en 2020, qu'on a noté 1066 cas et qu'il y a eu au cours de la même année 566 décès. Moi, c'est vrai, je ne suis pas du corps médical, mais ce taux est très élevé à mon point de vue. Je voudrais comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour que sur 1066 cas, on note 566 décès. Est-ce que ce sont des cas déjà très avancés qui ont été recensés? Voilà ma question, docteur Zaïd. Merci. OK. Merci, Madame Olga, pour la question. Je pense qu'on va aller du tac au tac. Je pense que c'est mieux. Je vais les prendre l'une après l'autre. Vous avez répondu en partie à la question. Pourquoi on a autant de décès de façon générale sous nos cieux, alors qu'en termes d'incidence, ce n'est pas aussi élevé que dans les pays développés? C'est parce que dans la majorité des cas, les cancers sont diagnostiqués tardivement. D'une part, ils sont diagnostiqués tardivement. Vous l'avez suggéré vous-même, c'est exactement ça, c'est la réalité. Et c'est l'élément le plus important. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est la prise en charge. Qu'il soit diagnostiqué tôt ou tardivement, on va dire que tout le monde n'a pas les moyens, parce que c'est une prise en charge qui est très onéreuse. Et le plateau technique au Bénin ne permet pas d'avoir tous les éléments de la prise en charge, essentiellement la radiothérapie qui manque. Tout le reste est possible ici, sauf la radiothérapie. Donc, les gens sont obligés de s'expatrier un peu dans la sous-région en ce moment pour pouvoir faire leur radiothérapie. Donc, c'est le deuxième facteur, en fait, qui l'explique. Mais si on doit, le plus important et celui sur lequel on peut agir plus facilement aujourd'hui, quelle que soit sa bourse, c'est la question du diagnostic précoce. D'où l'intérêt de communiquer, en fait, sur cette question-là. Très bien, merci. Donc, je note que c'est la communication et la sensibilisation. Voilà, ce sont les éléments sur lesquels on peut agir sans, entre griffes, tenir compte de son portefeuille. Maintenant, après, quand le cancer il est là, il y a la chimiothérapie, ça coûte de l'argent. Vous voyez? Il y a la chirurgie qui a une place, la radiothérapie qui n'est pas disponible, mais il faut avoir des moyens de pouvoir aller prendre un avion, rester dans un hôtel et payer le traitement en lui-même qui revient aussi cher. Voilà. Ces éléments-là c'est discutable, mais faire son auto-examen et aller voir un médecin une fois par an, ça peut permettre d'éviter tout ça. Merci bien, docteur. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'amica Lassoba, suivi du PP Adini et ensuite de l'amica. Donc, l'amica Lassoba, trésorier de votre école. Oui, merci beaucoup, cher ami protocole. Ici, c'est l'ami Karl du RCC Figuroussais. Je suis le trésorier. Et merci beaucoup aux communicateurs. Moi, je m'attendais aussi, quand j'ai vu le thème, je me disais qu'on va aussi parler du cancer du sein chez les hommes. Parce que le problème est aussi chez les hommes, mais on n'en parle jamais, presque pas. Je voudrais savoir pourquoi on n'en parle pas souvent le cas des hommes. Parce que ça existe même au Bénin aussi, mais aucune sensibilisation, on n'en parle jamais. Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce qu'il faut attendre pour que ça soit
élevé d'abord avant d'en parler. Bien, parce que voilà mon inquiétude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ok. cher ami. Cher docteur, tu as la parole. Merci. Alors, effectivement, effectivement, le cancer du sein, en fait, existe chez l'homme, même s'il est assez rare. Et en termes de chiffres, c'est très, très bas, c'est rarissime. Il faut aussi savoir qu'un homme sait de toute façon qu'une anomalie du sein est tellement rare chez l'homme que le plus souvent, il va aller consulter plutôt que la femme, en fait. Mais ce n'est pas une raison qui doit justifier le fait qu'on n'en parle pas. On dit communiquer, c'est choisir. On aurait peut-être pu faire une petite fleur, on va dire, aux hommes sur la question, mais ce n'est pas le plus fréquent. Il faut savoir, effectivement, pour information, qu'il est possible d'avoir un cancer du sein chez l'homme, même si c'est très rare, et que tout comme la femme, en cas d'anomalie, en cas de tuméfaction, si on a une anomalie morphologique au niveau du sein, il faudra aller consulter. Pardon. Wow. Il faudra aller consulter. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir pour l'homme, c'est ça, mais on ne va pas systématiquement aujourd'hui demander à l'homme de faire une autopalpation de ses seins tous les mois. Merci beaucoup, docteur. Cher Adimi. Cher Adimi, quelqu'un de côté pour dire. Oui, merci, cher ami Pépé Charter, merci, cher ami Protocole, président Gildas. Bonjour, merci, chers amis, je salue tout le monde. Notre salut également. Merci, docteur, merci pour votre limpide et succincte communication. Alors, j'ai une petite question. C'est de savoir quels sont les risques de l'ablation du sein sur la maternité. Vous avez cité l'exemple de la jeune fille de 30 ans qui a voulu prévenir parce que, connaissant son statut, ou du moins sachant qu'elle aurait certainement hérité du cancer du sein de sa mère. dont sa maman a été victime, voilà. Et pour prévenir tout de suite, elle s'est fait blâmer cette deux seins. Alors, j'aimerais savoir, surtout qu'elle est à la fleur de l'âge, est-ce qu'il n'y a pas de risque que sa maternité soit perturbée? Parce que bon, on n'est pas du domaine, excusez-nous, docteur, mais au moins on a appris en biologie, hormones, hein? Alors on sait qu'il y a des liens entre les hormones, tout ça. Concrètement, j'aimerais savoir les risques qu'il y a, les risques de l'ablation sur la maternité chez la femme. Merci, docteur. Merci, cher ami protocole. Merci, président Gildas. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes honorés. Allez, merci, docteur, Pépé. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Merci pour la question qui est pertinente. Alors, donc là, ça me touche un peu. C'est la question de la fertilité et la maternité après les mastectomies, après les ablations du sein. Déjà, l'un des premiers éléments à savoir, c'est que vous savez, le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Il dépend essentiellement des oestrogènes, qui est une des hormones que la femme et l'homme ont dans leur organisme. Et c'est très important pour le cycle menstruel de la femme et sa fertilité. Donc, en général, après un cancer du sein, même si l'équipe estime que la patiente est en rémission, peut-être après 5 ans, elle est en rémission, elle est entre griffes, on va dire plus ou moins guérie, il va falloir vraiment statuer sur, il faudra un feu vert pour qu'elle puisse tomber enceinte. Parce que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle a un cancer du sein, le cancer se développe beaucoup plus vite. Parce qu'à cause de la grossesse, les taux d'oestrogène et d'hormones vont monter très haut. Donc, ça va permettre au cancer, ça va pousser le cancer à accélérer en fait en termes d'évolution. Donc, il y a toujours un risque, c'est une patiente qui a eu un cancer, à tomber enceinte après et c'est soumise en fait, ce sont les médecins qui lui donnent l'autorisation pour entrer dans le projet de maternité. Voilà. Maintenant, pour répondre clairement à votre question, une patiente qui a même eu un cancer, ou si vous voulez, de façon préventive, n'avait pas eu d'enfant, à qui on a enlevé les seins, ça ne va pas empêcher, ça ne va pas l'empêcher de tomber enceinte plus tard. Parce que les seins ne produisent pas en fait d'hormones. Les hormones sont produites au niveau de l'hypothalamus-hypophyse. Vous avez parlé de vos cours, j'espère que vous vous rappelez un peu des cours de 3e. Les hormones, la FSH et la H sont produites au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse.
ils vont avoir pour effet d'agir sur les ovaires, sur l'utérus. Elle aura toujours un cycle menstruel, elle pourra tomber enceinte, mais elle ne pourra plus allaiter parce que la glande mammaire, son rôle principal, c'est de produire et de sécréter et d'excréter du lait. Donc, elle pourra tomber enceinte, mais elle ne pourra pas allaiter plus tard. Voilà, pour répondre à votre question. Eh bien, merci beaucoup. Je vais inviter les amis à plus d'esprit de synthèse parce que nous sommes très, très pris par le temps. Il est 13h40. L'ami Soda, sous le nom Soda iPhone. L'ami Saouda au parade du Rotary Club Cotonou. Saouda, c'est ça. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Alors, je vais faire un peu vite. Bon, là, il y avait une des questions que je voulais poser qui a déjà été posée, celle qui était justement celle que l'ami, celui qui vient de passer, a posée. Merci. La deuxième question que j'avais, c'est quand on a soigné un cancer de sein et que voilà, on est entre guillemets guéri. Au bout de quoi, 3, 4, 5 ans, on a une rémission. Dans ces cas, est-ce que ce cancer revient? Est-ce que je dirais le terme serait un peu plus fort? Parce que j'ai l'impression que pour la plupart des personnes que je connais qui ont souffert du cancer du sein, qui, entre guillemets, en étaient guéris, quand ça revient en full force. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Et ensuite, quand on a fait une mastectomie et qu'on voudrait, voilà, pour des questions esthétiques, faire une reconstruction mammaire. Une reconstruction mammaire, est-ce que ça n'ajoute pas de risque de rémission du cancer? Voilà, merci pour moi. Okay. D'accord, merci pour la question, Madame Saouda. Je vais commencer par la dernière. Non, le fait de la reconstruction mammaire n'augmente pas le risque de récidive. Voilà. Et même pour la reconstruction mammaire, il y a des critères. Donc, l'acte en lui-même ne va pas augmenter le risque de récidive. Par contre, les récidives, en fait, vous savez, lorsqu'on traite initialement un cancer, qu'on fasse une chimiothérapie, qu'on fasse l'ablation de la tumeur et qu'on refasse la radio, dont le but est vraiment de tuer au niveau cellulaire toute autre cellule cancéreuse qui existe, tout ça, c'est pour éviter les récidives. La radiothérapie va permettre d'éviter les récidives locales. Maintenant, vous avez posé la question de savoir, est-ce que après une rémission, lorsqu'on a une récidive, on a l'impression que ça revient plus en force? Le plus souvent, après la récidive, les patients ont tendance aussi naturellement à baisser un tout petit peu la garde. Je pense que c'est un des éléments qui concourt un peu à ça. Et deuxièmement, après, ça dépend des types de cancers. Ça dépend des types de cancers. Il y a ce qu'on appelle, je ne suis pas spécialisé en cancéro-gynéco, ce n'est pas mon truc, je n'aime pas beaucoup, mais je pense que le dépistage est un devoir. Il y a des types histochimiques. Vous savez, les cancers ne sont pas tous pareils en ce qui concerne leurs caractéristiques histologiques au niveau des cellules. Il y a ce qu'on appelle les triples négatifs qui sont difficiles à traiter. Donc, selon le type histologique aussi, quand ils reviennent, ils peuvent revenir effectivement de façon très agressive. Donc, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir par rapport à votre question, c'est que même quand on est en rémission, en fait, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. C'est ce que je peux dire. Merci. Je vous en prie. Bon, je crois qu'il y a l'ami Charles Nguessan, l'opération Charles Nguessan du Club Rotary, Charles Albert Nguessan du Club Rotary d'Abidjan. Charles Albert Nguessan, s'il ne répond pas, il y a 3 questions qui sont à l'instance dans le chat. Dans le chat, comme Charles Albert Nguessan, je vais aller rapidement, je vais aller le docteur. D'abord, est-ce que les produits que les dames utilisent pour faire grossir les seins peuvent déclencher un cancer du sein?
Première question de Oswald Doinan du Club Contact Rive-Gauche. OK. Alors, pour répondre à la question de M. Oswald, scientifiquement, pour pouvoir affirmer une chose, il faut en faire la preuve. On n'a pas de preuve scientifique parce qu'il y a plusieurs produits, on ne sait même pas lesquels sont utilisés. Mais il y a une chose qui est sûre, logiquement. Un produit qui va augmenter la taille des seins, c'est un produit qui va agir sur le trophisme des cellules des seins, c'est-à-dire qui va agir sur leur volume et sur leur capacité à se multiplier. Donc, pour moi, je dirais que c'est très suspect comme produit. Je l'aurais déconseillé, en fait. Je l'aurais déconseillé parce que pour pouvoir augmenter la taille des seins, c'est comme si on a une action pour changer le programme biologique, en fait, génétique qui a été mis en place, en fait. Donc, et pour atteindre cet objectif, c'est probablement un produit chimique qui va avoir une action trophique. Et ça peut être classé comme un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire que votre organisme a un équilibre et vous mettez un produit chimique pour changer l'équilibre et l'orienter dans un certain sens. Donc, je dirais, je le déconseille jusqu'à preuve du contraire, en fait. Et je pense qu'il pourrait faire partie, effectivement, des perturbateurs endocriniens dont on parle. Merci, docteur. Bon, la question de Yamevi Soko du Club Ottawa d'Abaka Plateau semble avoir déjà une réponse puisqu'il s'agit de la question de récidive. Voilà. Est-ce que le cancer du sein peut apparaître en chez quelqu'un qui a été guéri de la maladie? Bon, la rémission, mais il peut avoir la récidive. Donc, bien sûr, elle a été répondue. Il y a des réponses. Cette question a une réponse, oui. Je pense qu'on peut passer la parole au chef de protocole et au président pour le... Ah, ok, d'accord. Zédan Goku, bien sûr, du club Rota d'Abouaka la vie également, puisque les estrogènes et la progestérone qui agit sur les cellules cancéreuses, est-ce qu'une prise de testostérone peut changer la donne? En fait, est-ce que les femmes trans sont moins susceptibles d'avoir le cancer du sein? Très belle question. Je ne saurais dire, il aurait fallu que je bookine pour ça. Mais la testostérone ne va pas être la molécule qui va le plus avoir l'effet protecteur. L'effet protecteur, ça sera plus la progestérone qui a un effet inverse sur le développement des cellules cancéreuses. Les oestrogènes font flamber le cancer. La progestérone a un effet protecteur, essentiellement. Et dans le traitement, on va justement mettre des anti-oestrogènes, des médicaments comme le létrozole, qui sont des anti-oestrogènes qui vont baisser les taux d'oestrogènes dans l'organisme de la femme qui est en traitement de son cancer. Ce sera plus la progestérone que la testostérone. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante communication avec des réponses assez satisfaisantes. Merci encore une fois pour la disponibilité. Docteur Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à présent, je m'en vais introduire le président Gildas Bureau Jaye pour la prise de discussion. Merci. Non? Merci, cher ami, chef de protocole. Nous avons un micro ouvert. Je m'en occuper rapidement. C'est très perturbateur. C'est bon, c'est géré. La maison, Laurette, de mieux vouloir couper son micro. C'est bien géré. Ah, la présidente, d'accord. Je pense que nous avons un ami qui voulait parler, mais qui avait des soucis de micro, mais il a laissé un message également dans le chat. C'est une question également importante. OK, je lis ça rapidement alors. Il demande, pour les femmes qui ont des implants, comment ça se passe? Est-ce qu'elles peuvent ressentir cela lors de l'autopalpation? Très bonne question. Une femme qui a un implant mammaire, je suppose que c'est bien ça. Donc, pour une raison de chirurgie esthétique, on s'est fait mettre un implant mammaire. C'est sûr que l'implant mammaire va gêner la palpation. Donc, je dirais qu'il faut qu'elle se rapproche de son médecin et que peut-être que le médecin lui proposerait des échographies répétées à la place, peut-être une fois l'année, pour pouvoir regarder un peu plus attentivement la glande mammaire. Mais c'est vrai qu'un implant mammaire peut gêner la palpation du sein, en fonction de sa taille. Donc, la parade pour moi aurait été de voir avec son médecin, quitte à faire des échographies mammaires annuelles. À l'écho, au moins, on pourra voir clairement qu'est-ce qui est l'implant et voir le reste de la partie du sein qui est la glande normale mammaire qui reste. Voilà.
Merci beaucoup, docteur. Il faut avouer que c'est un thème qui suscite beaucoup d'intérêt, mais nous allons nous résoudre à considérer. Cher ami président, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Je vais laisser Pépé Olga, je vais laisser ce point à Pépé Olga. Cher ami Pépé Olga. Cher ami Pépé Olga. Elle ne répond pas. Alors, Pépé Adonis. Alors, cher Zaïd Olatunji, au nom du Rotary Club de Cotonou Locomotive, dont le président, des vice-présidents, des membres du club, nous décernons un satisfait pour la communication sur le thème cancer du sein aspect préventif et en reconnaissant de ta disponibilité à accompagner ce mandat qui est sous le signe Imaginons le Rotary. Ce mois d'octobre, le mois de le cancer du sein, et également accessoirement de beaucoup d'activités, notamment sur la question. Merci encore, cher docteur. Voilà tout. Merci à vous, merci. Merci, c'est un honneur pour moi. Merci à tout le Rotary Club et le Club Locomotive d'Henri de Cotonou. Merci à tous ceux qui ont suivi la présentation. Merci. Il y avait pas moins de 60 personnes connectées, donc je peux te dire que ça a fait une certaine forme de match et ce qui sera envoyé par mail. Merci. D'accord, merci bien. Merci. Merci docteur. Beaucoup, docteur. Alors, chers amis, nous allons avancer avec ta permission, président. Mais puisque oui, le CP Adonis vient de nous prêter sa voix, j'aimerais bien encore profiter de sa chaleur vocale pour qu'il nous aide à présenter les amis qui nous font l'honneur de la visite à cette réunion. CP Adonis, merci. Juste après le point animé par notre ami partenaire Gérald Toupé. D'accord, ça marche, président. Alors, cher ami Gérald Toupé, je t'introduis pour l'instant détente. Merci. Merci, cher ami protocole. Une fois encore, bonjour, chers amis. Moi, c'est Jérôme Toupé, président du cœur Rotary de Cotonou Locomotive. En l'instant de détente, on va tous rester ensemble. Alors, le principe du jeu, c'est très simple. Je pose 2 petites questions et puis vous levez votre main pour répondre. Pas de réponse dans le chat. En volume, s'il te plaît. D'accord, je disais tantôt, le principe du jeu, c'est très simple. Je pose 2 petites questions, vous répondez, mais pas de réponse dans le chat. Vous levez votre main et on vous accorde la parole. Merci. Donc, c'était à donner, si vous allez bien vouloir accorder la parole à ceux qui auront leur main levée. Alors, la première question. Tu veux dire que je suis exclu du jeu, apparemment? Oui, CP, toi, tu ne fais pas partie. Tu es de ton fils exclu. Ok, c'est bien. Alors, la première question. En quelle année le Rotary a lancé le programme Polio Plus? 30 secondes. En quelle année le Rotary a lancé le programme Polio Plus? En quelle année le Rotary a lancé... Jean-Jacques Edor, du Rotary Club de Cotonou. Tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Pépé Jean-Jacques Edor, je réponds. Oui. C'est en 1979. En 1900? 119, il a dit 119. Non, quelqu'un d'autre. Monsieur? Je crois qu'il y a le peu Melchior du Club Rotary de Cotonou-Kadié. 1985. 1985, alors, il a dit. Oui. On va gagner du temps. Et c'est la bonne réponse, c'est en 1985. Je vais baisser toutes les mains, à défaut de les faire baisser de façon spontanée. D'accord. C'est bon. Oui, vas-y maintenant pour la réponse. Deuxième question. Le Rotary International lance le programme Polio Plus. La première et plus importante initiative de santé publique internationale soutenue par le secteur privé avec un objectif de combien de fonds?
Le Rotary International lance Polio Plus, la première et plus importante initiative de santé publique internationale, soutenue par le secteur privé avec un objectif de combien de fonds? Alors, les amis. Il y a une absence plate, un silence plat, alors tu peux donner la réponse. Alors, c'est avec le vœu de fonds. Ok, Emmanuel Dacosti, du club Rotary de Cotonou, il fait. Emmanuel Dacosti a levé la main. C'est avec 120 millions de dollars. D'accord, super, bonne réponse. Alors, merci beaucoup, c'est tout pour l'instant de détente. Merci pour ceux qui ont participé à chacun de vous. Merci. Merci. Protocole, tu as la parole. Merci beaucoup, cher ami P. Jérôme Toupé du Club Rotary de Cotonou Locomotive Henry. Eh bien, chers amis, nous allons avancer vers le dernier point inscrit à l'heure du jour, les questions diverses. Mais avant, j'aimerais bien donner la parole au CP pour la présentation des visiteurs qui sont à cette réunion. Merci. Merci encore. Je vais donc rapidement parcourir les visiteurs sans leur donner la parole vu le temps qui est plus notre fidèle allié à cette heure de la journée. Présidente du club de Rotary Club de Cotonou, Esther Ouni-Adini est parmi nous. Ensuite, son homologue, une présidente pas en cacher une autre, présidente du Rotary Club de Cotonou-Kadioum, Laurette Zon, est parmi nous également. Et je crois que si je continue sur la même lancée, je vais passer désormais au passe-président. Je commence par le passe-président du Rotary Club de Parakou, vice-président de la commission Rotaract Bénin. Président, tu m'arrêtes, c'est ça? Oui, il y a le président Seydou Ndébié qui est là, le président Richard Boutard, le président Ahmed Dami. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas une visibilité. Je sais pas pourquoi je fais une bonne écran. Mais nous pouvons évoluer, Oui, il n'y a pas de problème. J'essaie juste de m'assurer que je ne perds rien. D'accord. Donc, je fais le point des présidents. Présidente du Rotary Club de Cotonou, du Rotary Club de Cotonou. Le président Seydou Ndébié du e-club 9101. Le président Amen Dalmeda du Rotary Club de Cotonou. Je vais passer maintenant au passe-président. Le passe-président du Rotary Club de Parakou, vice-président de la commission Rotaract Bénin, Arafat Mourou, passe-président du Rotary Club de Niamey Gawé, Mustapha Ahmed Titani. J'ai également le passe-président, l'immédiat passe-président du Rotary Club de Droite, Constantin Abouaï. J'ai maintenant l'honneur de passer au président élu du Rotary Club de Cotonou-Fidrosset. On a Jean-Jacques Tédor, secrétaire du club. Président élu, si je ne me trompe, du Rotary Club, non, c'est bon. Je vais passer donc au Rotarien qui visite. Donc, Rotarienne du Rotary Club, trésorière du Rotary Club de Cotonou Étoile, Princesse Passion. Également du Rotary Club trésorier, donc une trésorière de trésorier du Rotary Club de Carl Silva. J'ai également, parmi ceux qui nous visitent, les Rotariens dans leur divers grades, et je passe nécessairement à nos Rotariens. Il y a Moucharatou Salou du Rotary Club également. Je passe ainsi aux partenaires dans le service. Je sais que le PP Charles Adimi, parmi les passe-présidents, le PP Charles Adimi, le Rotary Club de Cotonou est bien avec nous, RSG, dans la création du club de Cotonou. Et bien sûr, je vais avancer vers les partenaires parce qu'ils sont nombreux à nous visiter.
Je commence par le passe-président du club Rotaract de Cotonou, Rive-Gauche-Chica. J'espère que ça ira mieux, qui est avec nous. On a également parmi nous les Rotaractiens, vice-président et président élus club Rotaract de Cotonou-Étoile, Ephrodie David. On a donc c'était Fauzi Bifili, passe-président du club Rotaract de Cotonou-Étoile. J'ai également l'immédiat passe-président du club Rotaract de Bamako Golf. J'ai, pour continuer parmi les partenaires, j'ai sûrement sauté avec beaucoup de regrets la présidente du club Rotaract d'Amouakari Plateau, c'est pas la Platon, et le président du club Rotaract de Sémépoji, Fidèle Chebaton. Je crois que parmi les présidents, je ne vais pas commettre d'impair en continuant vers l'immédiat passe-président et vice-président du club Rotaract United. On a Midokwe Frédéric Bouton. Et donc, je vais avancer tranquillement vers le pôle du club Rotaract qui est avec nous. Président élu du club Rotaract de Cotonou, locomotive Henri, Zéro Tupé. Trésorière du club Rotaract de Ouagadougou Millennium, si je me trompe, Asma Mariam Sanogo. Également Osvaldo Union du club Rotaract de Cotonou-Rive-Gauche-Chica. Edon Marcus Arokosi, président de la commission au niveau du club Rotaract de Abomey-Calavi Plateau. Yann Mervin Soko, président de commission du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau, dans un autre. Et également hospice du même club. Je crois que je continue. On va dire c'est le tiercé dans l'ordre, dans le désordre. Et un impair contre-couleur attrapé, immédiat passe-président du Rotary Club de Cotonou Fidrocet, charter président du même club, UPP, Donna Wenceslas Ayosol, donc ça c'était rapidement corrigé pour la délégation. Amen Bouba du club Rotaract de Cotonou Palmier, Ben, que je ne peux pas identifier, Lucas Boris Aredji du club Rotaract d'Abidjan Pietri, Zédan Goku du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau. Je crois que j'aurais fait le tour d'une manière ou d'une autre. Yassine Zorou du club Rotaract de Cotonou. Tout un père protocolaire, bien sûr, Hubert Tourneur du club Rotaract de Cotonou d'Abomey-Calavi Plateau. Donc, je voudrais qu'on fasse un bon particulier à la délégation conduite par Sylvain Daprodor du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau, finir par Nel Konoewa du club Rotaract de Cotonou. Ceci dit, tout un père protocolaire c'est entièrement ma responsabilité et je remercie tous ceux qui Merci beaucoup, cher ami CP. Eh bien, il faut avouer que dans 2 minutes, nous allons clôturer cette réunion avec la permission du président. 5e point divers. Main levée pour que parole vous soit donnée pour votre point de divers. Main levée. Je ne remarque aucune main levée. Je ne remarque. D'accord, l'ami fidèle, je l'attends. Très rapidement. Oui, bonsoir protocole. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, président. J'espère que vous allez bien. Alors, le chef divers que Sémépoji a présenté, c'est de vous rappeler l'action El Clasico qui est organisée par le club Rotaract de Sémépoji, l'IFER et le Nautil. Bonsoir, président. Oui, bonsoir. Bonsoir, CP. Cela va se passer sur le terrain de Djefa, ISST de Djefa. Les joueurs ont comme droit de participation 2500 à payer. Et pour soutenir le match, en tant que Rotarien, c'est juste 1000 francs. 500 francs pour les Rotaratiens. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Une autre main levée? Non, je n'en vois pas. Alors, dans 1 minute, on doit clôturer pour respecter les 1 heure rigoureuse que doit courir la réunion. Cher ami président, chers amis, merci d'avoir participé à cette réunion. Je retourne la parole au président pour clôturer. Merci. Merci, cher ami, chef de protocole. Merci à tous les amis d'avoir répondu présent à cette belle messe de l'amitié. Merci à notre communicateur du jour, le docteur Zaïd Olatundi. Et un clin d'œil spécial à la présidente Laurette Soron du Rotary Club de
Cotonou Kadiem. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, Président.